Le cri du mort. Le cri d'un homme mort attisa en moi la terreur dans laquelle West et moi-même avons vécu les dernières années de notre compagnage. Mais ce ne fut pas de l'homme mort que j'eus peur. West, dont j'étais l'associé et l'assistant, était animé d'un intérêt scientifique et qui allait bien au-delà de la routine habituelle d'un médecin de campagne. C'est pourquoi, quand il s'était installé à Bolton, il avait choisi une maison isolée, près de la fosse commune. Pour dire les choses crûment, le seul intérêt de West était l'étude secrète des phénomènes de la vie et de la mort, en vue de ranimer les morts par l'injection d'une solution revivifiante. Pour ces expériences macabres, il était nécessaire d'avoir un approvisionnement constant en corps humain, très frais, car la plus petite décomposition endommageait irrémédiablement les cellules du cerveau. Nous avions découvert que la solution devait être composée de manière différente selon les types d'organismes. Nous avions tué d'innombrables lapins et cobayes. Mais ces pistes ne menaient à rien. West n'avait jamais complètement réussi car il n'avait pu se procurer de corps suffisamment frais. Ce qu'il voulait, c'était des corps où la vie venait de s'éteindre, des corps dont toutes les cellules fussent intactes et qui fussent capables de recevoir l'impulsion qui les ramènerait à ce type d'activité qu'on appelle la vie. Nous avions espéré que cette seconde existence artificielle pourrait être rendue perpétuelle par des injections répétées. Mais nous avions appris que la vie naturelle ne répondait pas à cette excitation. Pour réaliser cette activité artificielle, la vie véritable devait avoir cessé. Les spécimens devaient être frais, mais bel et bien morts. Ces recherches macabres avaient commencé lorsque nous étions étudiants. Nous croyions à la nature entièrement mécanique de la vie. Cela, c'était 7 années plus tôt. Mais West avait l'air à peine vieilli. Il était blond, rasé de près, il avait la voix douce et portait des lunettes. Seul, parfois, l'éclair de ses yeux bleus acier pouvait révéler le fanatisme croissant de sa personnalité sous la pression de ses terribles recherches. Nos expériences avaient souvent été des plus horribles et les résultats des réanimations défectueux. Des masses molles provenant de l'argile des cimetières avaient été galvanisées par des injections de la solution vitale et avaient réagi par des mouvements morbides, non naturels et indépendants du cerveau. L'une de ces choses avait émis un cri propre à ébranler le système nerveux. Une autre s'était relevée avec violence, nous avait assommés et avait exercé bien des ravages avant d'être capturés et placés derrière les barreaux d'un asile. Une autre encore, une répugnante monstruosité africaine, avait réussi à sortir de sa tombe peu profonde et avait commis un meurtre. West avait dû l'abattre. Comme nous n'avions pu obtenir de corps suffisamment frais pour qu'il fasse preuve de raison une fois ranimé, nous avions obligatoirement créé des créatures terrifiantes. Il était assez inquiétant de penser qu'un ou peut-être 2 de nos monstres étaient encore en vie. Cette pensée nous hanta jusqu'à ce que, enfin, West disparut dans des conditions épouvantables. Mais à l'époque de ce cri, dans le laboratoire que nous avions installé au fond de la cave de notre cottage isolé, nos craintes étaient liées à la difficulté d'obtenir des spécimens frais. West était plus avide que moi, si bien qu'il me semblait presque qu'il regardait avec convoitise tous les êtres vivants doués d'une bonne santé. C'est en juillet 1910 que notre malchance commença à tourner. J'avais effectué un séjour chez mes parents en Illinois, et à mon retour, je trouvai West dans un état d'exaltation étrange. Il avait très probablement résolu, me dit-il avec excitation, le problème de la fraîcheur grâce à une nouvelle méthode, celle de la conservation artificielle. Je savais qu'il travaillait sur un nouveau procédé d'embaumement et ne fus pas surpris d'apprendre qu'il avait découvert quelque chose. Mais jusqu'à ce qu'il m'en eût donné les détails,
Je me demandais en quoi cette méthode pourrait nous aider, puisque l'état douteux de nos spécimens était dû au délai qui s'écoulait entre leur mort et le moment où nous nous les procurions. West était parfaitement conscient de cela. Il avait composé sa formule d'embonnement pour l'utiliser dans le futur plutôt que dans l'immédiat, et s'en remettait au destin pour que celui-ci nous apportât de nouveau un cadavre très frais, non enseveli comme celui du noir. Le sort nous fut enfin favorable, et nous finîmes par nous procurer un cadavre dont la décomposition n'avait pas encore commencé. West ne s'aventura pas jusqu'à prédire ce qui se passerait lors de la réanimation. Cette expérience serait une étape importante de nos recherches, et il avait gardé le corps pour mon retour afin que nous puissions ensemble assister au spectacle. West me dit comment il avait obtenu le spécimen. C'était un homme vigoureux, un étranger bien habillé qui était descendu du train pour traiter des affaires avec l'usine de Bolton. Sa marche à travers la ville avait été longue, et quand le voyageur s'était arrêté devant chez nous pour demander le chemin des usines, son cœur avait déjà été soumis à rude épreuve. Il avait refusé un remontant et était tombé raide mort un moment après. Le corps avait semblé à West un cadeau du ciel. Dans sa brève conversation, l'homme avait révélé qu'il était étranger à Bolton, et la fouille de ses poches nous apprit qu'il s'agissait d'un certain Robert Lavitt, de Saint-Louis, apparemment sans famille susceptible de faire des recherches sur sa disparition. Si cet individu ne pouvait être ramené à la vie, personne ne serait au courant de notre expérience. Nous enterrions en effet nos cobayes dans une forêt épaisse qui s'étendait entre la maison et la fosse commune. Mais, si nous réussissions, notre glorieuse renommée serait établie à jamais. C'est pourquoi, sans attendre, West avait injecté dans le poignet du cadavre le liquide qui le maintiendrait frais jusqu'à mon arrivée. La présence d'un cœur peu solide, qui, dans mon esprit, compromettait le succès de notre expérience, ne semblait guère gêner West. Il espérait obtenir enfin une étincelle de raison et peut-être une créature vivante normale. Donc dans la nuit du 18 juillet 1910, West et moi étions dans le laboratoire de la cave et observions une forme blanche et silencieuse sous la lumière aveuglante de la lampe. La formule d'embonnement avait parfaitement fait son effet, car fasciné par la vue du corps vigoureux qui depuis 2 semaines n'avait pas encore atteint la rigidité, je demandai à West de m'assurer qu'il était vraiment mort. Assurance qu'il me donna sans hésiter, en me rappelant que la solution de réanimation n'était jamais utilisée sans précaution préalable, puisqu'elle restait sans effet si la mort n'était pas absolue. Tandis que West procédait aux préliminaires, je restais impressionné par la complexité de sa nouvelle expérience, complexité si grande qu'il ne pouvait se fier à une autre main que la sienne. M'interdisant de toucher le corps, il injecta d'abord une solution dans le poignet, juste à côté de l'endroit où il avait injecté le liquide d'embaumement. Selon lui, cela devait neutraliser la formule et permettre au corps de revenir à une relaxation normale pour que la solution de réanimation pût agir avec efficacité. Peu après, un changement et un vague mouvement semblèrent se produire dans les membres. West jeta violemment une sorte d'oreille sur le visage qui se convulsait et le maintint jusqu'à ce que le cadavre fût immobile et prêt pour notre expérience de réanimation. L'exalté effectua encore quelques tests pour s'assurer de l'absence totale de vie, se déclara satisfait et finalement injecta dans le bras gauche une quantité soigneusement mesurée de l'élixir vital, préparé pendant l'après-midi avec plus de soin que lors de nos premiers tâtonnements du temps où nous étions encore à l'université. Je ne parviens pas à exprimer l'anxiété et l'impatience avec laquelle nous attendîmes les résultats sur ce premier spécimen réellement frais. Le premier dont nous pouvions attendre qu'il parlât d'une manière rationnelle pour nous raconter peut-être ce qu'il avait vu de l'autre côté du gouffre insondable. West était matérialiste. Il ne croyait pas à l'existence de l'âme et attribuait tous les effets de la conscience à des phénomènes physiques. C'est pourquoi il n'attendait aucune révélation sur les mystères et les abîmes de l'au-delà. Théoriquement,
Je n'étais pas en complet désaccord avec lui, mais instinctivement, quelques résidus de la foi primitive de mes ancêtres me revenaient. Si bien que je ne pouvais m'empêcher de regarder le corps sans une certaine appréhension. De plus, je ne pouvais chasser de ma mémoire ce cri horrible et inhumain que nous avions entendu la nuit où nous avions fait notre première expérience dans la ferme déserte d'Arkham. Il s'écoula peu de temps avant que je visse que la tentative ne serait pas un échec total. Un peu de couleur revint sur les joues, jusque-là blanches comme de la craie, et s'étendit sous la barbe couleur de sable. West, qui tenait le pouls du poignet gauche, hocha brusquement la tête d'une manière significative, et presque simultanément une buée se forma sur le miroir incliné vers la bouche du cadavre. Puis quelques mouvements spasmodiques agitèrent les muscles. On put alors entendre la respiration et voir la poitrine se soulever. Je regardai les paupières fermées et crus qu'elles s'agitaient. Elles s'ouvrirent enfin, découvrant les yeux gris, calmes et vivants, mais encore dénués d'intelligence et même de curiosité. En proie à quelques lubies fantastiques, je chuchotais des questions aux oreilles qui se coloraient, des questions sur l'autre monde que sa mémoire pouvait encore avoir présentes à l'esprit. La terreur qui s'ensuivit les a depuis chassées de mon esprit. Mais je crois que la dernière que je lui répétai lui fut « Où avez-vous été ?» Je ne sais toujours pas si je reçus une réponse, car aucun son ne sortit de la bouche bien dessinée. Mais je suis certain qu'à ce moment, les lèvres minces remuèrent silencieusement, formant des syllabes que je compris ainsi. Seulement maintenant. Si toutefois cette phrase a quelque sens. À ce moment, dis-je, j'étais convaincu et j'exultais. Nous avions atteint notre grand objectif, et pour la première fois, un cadavre ranimé avait prononcé distinctement des mots dictés par la raison. L'instant d'après, le triomphe ne fit plus de doute. La solution avait vraiment accompli, du moins temporairement, sa mission. Rendre aux morts une vie rationnelle et douée de langage. Mais ce triomphe suscita en moi la plus grande de toutes les horreurs. Non pas envers la chose qui parla, mais envers l'action dont j'avais été témoin, et pour l'homme avec lequel j'étais professionnellement associé. Car ce corps, si frais, qui reprenait enfin entièrement conscience d'une manière terrifiante, les yeux dilatés au souvenir de la dernière minute de vie, se mit à agiter les bras comme pour se défendre contre un danger mortel, et retombant brusquement dans une seconde d'inconscience finale et sans retour. Il jeta ce cri qui résonna entièrement dans mon cerveau douloureux. « Au secours! Arrière, maudit démon aux cheveux filasses! Ne me touche plus avec cette maudite aiguille !